une souffrance. Parce que ce moment du second tour est un moment où chacun et chacune d'entre nous, nous sommes responsabilisés. Et responsabilisés pourquoi? Nous devons éclairer le choix de nos concitoyens sur la différence qu'il y a entre le projet de société porté par Madame Le Pen et l'espérance que porte le projet de société d'Emmanuel Macron. C'est une chance d'avoir cette clarification, mais ne prenez pas cela de façon anodine. La pire des choses en démocratie, c'est soit le silence des citoyens qui se réfugient dans l'abstention, soit l'insouciance de celles et ceux qui, responsables, se disent « les jeux sont faits, laissons faire ». Vous êtes aujourd'hui à un moment de l'histoire où le monde entier regarde l'élection française. J'étais il y a quelque temps avec le commissaire européen Michel Barnier qui, préparant le Brexit, rencontrait la totalité des dirigeants européens. Et il me disait que tous sans exception, manifestaient une formidable inquiétude en disant « est-ce qu'on va se tromper une troisième fois ?» Le Brexit, Trump, Madame Le Pen. Et l'on voit bien que... Mais si, vous voyez, on ne peut même plus se contenter de ce nom. Car le refus de Madame Le Pen ne doit pas nous mettre dans un confort qui ferait oublier notre responsabilité de répondre aujourd'hui à celles et ceux qui souffrent, les plus précaires, de celles et ceux qui sont écrasés par des charges, les entrepreneurs. Nous sommes dans un moment où à l'échelon de la planète, le système politique est critiqué. Et pour vous dire à quel point j'ai été séduit par la volonté d'Emmanuel Macron de faire confiance aux citoyens et d'en appeler à l'intelligence collective, mais de faire aussi confiance aux élus pour leur dire ce jeu de calcul qui fait que trop souvent les uns et les autres, et moi-même, nous cherchons peut-être à optimiser la stratégie pour conquérir un pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas le pouvoir. C'est le projet de société que nous autorise le pouvoir confié par nos concitoyens. Et l'on voit bien que cette hypocrisie dans laquelle le système politique s'est longtemps confiné, de croire que l'intelligence était une question d'étiquette, et qu'on était intelligent dans le même parti avec la déclinaison que dans l'autre parti, forcément, c'était idiot. Eh bien, je vais vous faire des confidences. J'ai toujours été fasciné par l'intelligence des élus. Et la richesse que pouvait avoir un débat qui consistait non pas à terrasser l'autre, mais à s'enrichir de la différence de l'autre. Ce fut mon expérience en tant que président de l'association des maires. Mais ce fut aussi mon expérience en tant que conseiller général. Et j'évoquais cela avec Roland Huguet, qui est ici dans cette salle. Nous avions à l'époque le gouvernement de M. Jospin. Et M. Jospin lance le plan Université 2000 et demande aux conseillers généraux de financer 100 millions d'euros pour enclencher la présence de l'université dans le Pas-de-Calais. Combat que menait Daniel Perchon. La situation politique du Conseil général était tout à fait étonnante, puisque Roland Huguet n'avait pas la majorité absolue. Et qu'il y avait, très naturellement, vous pouvez le comprendre, une position du Parti communiste qui estimait qu'il était hors de question de participer à un financement de l'État. Mon groupe et moi-même, que je présidais, nous avions donc le choix entre une formidable opération médiatique qui consistait à mettre en minorité le président Huguet qui aurait fait les titres de la une de la presse, ou estimer que notre rôle, à l'instar de Winston Churchill, qui ne cessait de dire « l'homme politique pense à la prochaine élection, l'homme d'État pense à la prochaine génération », nous avons pensé à nos enfants et nous avons décidé de voter avec Roland Huguet la mise en place des universités pour le Pas-de-Calais. Et vous voyez donc bien que ce que nous propose Emmanuel Macron, c'est de chercher cette neutralisation qui consiste à dire que lorsqu'une loi est portée par un parti, elle doit être contestée par l'autre. Nous avons aujourd'hui, au contraire, devant les défis redoutables qui sont devant nous, on voit bien que les fractures sociales, les souffrances sociales
sont en train d'amener un certain nombre de gros citoyens à exprimer leur colère. Je suis frappé aussi par cette phrase d'Esther Duflo, qui était la conseillère de M. Obama, que j'avais fait venir au Conseil économique, social et environnemental et qui m'avait alerté, et cette phrase me hante, en disant « On ne défend les valeurs de la République que quand on a le ventre plein ». Or aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a deux types de politiques. Celles et ceux qui n'ont pas encore compris que le monde était en train de changer et que les stratégies, les calculs, les petits calculs sur les petites soupières, comme le disait le général, vont être violemment critiqués par l'opinion. Et quand je vois le déplacement aujourd'hui d'Emmanuel Macron à Whirlpool et l'attitude de Mme Le Pen qui vient faire des photos et de l'image, et l'attitude d'Emmanuel Macron qui passe avec les partenaires sociaux du temps, puis qui ensuite va voir les salariés, pour, comme nous l'avons fait pour Métal Europe, essayer de construire des solutions. Et vous voyez bien d'un côté, il y a quelqu'un qui veut construire un projet. Et ce projet, Emmanuel Macron aura l'occasion de vous le dire, il cherche votre responsabilité citoyenne, votre réveil de la citoyenneté. Nous avons besoin, et c'est assez fascinant, moi qui suis gaulliste, je relisais il n'y a pas très longtemps un livre d'Olivier Guichard de 1958, Un chemin tranquille. Et il répondait à quelqu'un qui lui demandait les raisons pour lesquelles le général de Gaulle était arrivé au pouvoir. Et il livrait, je cite à peu près de mémoire, il disait « Il était nécessaire et urgent que la France se réveille d'un long sommeil. Le franc était malade, l'Europe était décrépitée, le moral des Français était au plus bas. » Et il rajoutait, pour les gens de droite, le général de Gaulle était un des leurs. Mais c'était un traître parce qu'il voulait nationaliser les banques et décoloniser. Et pour les gens des gauches, ça n'était pas un des leurs, mais il leur prenait les idées et ne leur laissait que les dépouilles. C'était la participation salariale. Et il rajoute, c'est la raison pour laquelle nous avons créé le Rassemblement, car il n'était ni de droite, ni de gauche. Et l'on voit bien que Emmanuel Macron ne cherche pas à banaliser la différence. Nous avons tous des cultures différentes. Et la démocratie, c'est le débat d'idées, pas le débat des hommes. Et nous avons besoin aujourd'hui, après avoir assisté à ce premier tour, qui a mis à mal les appareils politiques qui ont perdu le sens des idées, qui ont perdu le débat de projet, pour être uniquement sur des querelles de personnes, au point d'ailleurs que tant à droite qu'à gauche, on ne se posait pas la question de savoir ce pourquoi on se battait, on se demandait à chaque fois pour qui tu roules, pour telle ou telle personne. Et l'on voit bien que la démocratie, ça dépasse là. Et aujourd'hui, à un moment où on est en train de vivre une aventure fascinante, posez-vous la question de savoir ce qui se passerait si Emmanuel Macron n'était pas dans le débat politique. Eh bien, je vous le dis, c'était 5 à 6 points de plus pour celles et ceux qui auraient souhaité exprimer leur colère dans l'abstention ou dans l'extrémisme. N'oubliez pas non plus, et soyons lucides, nous avons fait 23%, mais il y a aussi autour de nous beaucoup de gens qui ont exprimé leur révolte, leur colère. Mais j'assiste fasciné à ce que cette expression politique aurait dû amener les responsables politiques, le mot responsable veut dire quelque chose, de prendre des positions qui ne remettaient pas en cause l'âme de la République française. Or, on ne vend pas son âme pour un pouvoir ou pour une satisfaction. Et c'est probablement l'extraordinaire leçon que m'a donné Emmanuel Macron, qui n'a pas hésité à démissionner, qui n'a pas hésité à abandonner le confort de la fonction publique, qui n'a pas hésité à se lancer dans une aventure dont je vois d'ailleurs, y compris, et je peux le comprendre, et je ne leur en veux absolument pas, y compris dans cette salle, des gens qui venaient me voir en me disant « Écoute, on comprend ton choix, Jean-Paul, mais honnêtement, ça va être une bulle. » En 10 mois de temps, plus de 250 000 soutiens. Un premier tour, ne l'oubliez pas. Quand vous regardiez les sondages il y a 3 semaines ou 1 mois,
l'ambition qui était la sienne de terminer premier, car terminer premier change l'image de la France à l'international. Mais ça veut dire aussi que nous devons ensuite, dans ce second tour, tracer ensemble, éclairer ce chemin entre une société qui se replie sur elle-même et une société qui s'ouvre et qui est porteur d'espérance. Nous pouvions, je l'évoquais tout à l'heure, avoir des réflexes suicidaires, de repli sur soi quand il faut penser monde, de repli sur soi quand il faut penser l'autre, de repli sur le court terme plutôt que d'avoir une vision sur le moyen terme, et d'être enfermé dans des illusions qui cherchent en sorte à exploiter vos désespérances. Notre pays se sent humilié par les difficultés sociales qui semblent remettre en cause ce qui avait fait la force de la France au lendemain de la guerre, par le Conseil national de la résistance, par le monde industriel et le monde des partenaires sociaux qui estimaient que le bienfait économique, le progrès économique ne pouvait se construire que sur le bien-être social. Et nous voyons bien, si nous n'y prenons pas garde, que tout cela peut être détricoté, peut être balayé. Madame Le Pen nous laisse entrevoir un théâtre d'ombre dans lequel, si on sort de l'Europe, la dimension des problèmes impose la dimension des réponses. Et l'on voit bien que les réponses sont nécessairement continentales dans un monde qui est en train de se chercher par le désarroi qu'offre M. Trump, avec ce curieux renversement de l'histoire que la stabilité est plus maintenant chinoise qu'américaine. Nous voyons bien aussi que ce projet de société, c'est nos racines, nos cultures, notre philosophie. Et j'ai profondément été ému lorsque, discutant en tête-à-tête avec Emmanuel Macron, j'ai passé 45 minutes à parler de philosophie. Nous avons fait la même classe à la Providence d'Amiens, et 25 minutes de politique. Et quand vous regardez son programme n'est pas un calcul pour gagner telle ou telle voix. C'est un programme profondément de conviction qui fait qu'aujourd'hui, l'éveil des consciences, la capacité de mobiliser l'intelligence des uns et des autres, le fait de respecter la nature et la dignité de la personne humaine, si nous n'y prenons pas garde, les Google, les Apple maîtriseront vos esprits, influenceront vos comportements, et en fin de compte, nous serons esclaves d'hommes et de femmes qui manipuleront des émotions qui ont tendance à nous piler. Nous avons la